à une année à la 2000, à la fin 2022, ou bien il faudrait s'attendre à une année à la 2008 ou bien à la 2000. On va essayer de lire l'article ici donc, qui vient du journal, pas le journal, du site web Investing. Je pense que l'article a été traduit du français, de l'anglais vers le français, donc généralement ça sera parfois du mot à mot, mais ça nous permet ici de pouvoir tirer des conclusions. Ici, on va essayer de commenter, de vous dire ce que moi je pense par rapport à ce que, quand je vois ce genre d'article, comment est-ce que je réfléchis. Ok? Donc, on y va. Nous voyons trois changements qui façonnent 2023. Tout d'abord, nous constatons que les économies des pays développés sont confrontées à une récession. Deuxièmement, les banques centrales mettront fin aux hausses de taux lorsque les dommages économiques deviendront plus évidents. C'est-à-dire que présentement, ce n'est pas encore assez évident. C'est-à-dire que ça va continuer à augmenter. L'inflation des biens devrait diminuer fortement en raison de la modification des dépenses. C'est-à-dire qu'en raison de la modification des dépenses, c'est-à-dire que le consumer ou bien les entreprises vont de moins en moins dépenser. Donc, l'inflation des biens aura tendance à être de plus en plus réduite. D'accord? Mais nous attendons, mais nous ne nous attendons pas, excusez-moi, à des réductions de taux car l'inflation reste au-dessus des objectifs de la politique. Donc, troisièmement, dans les objectifs de la politique, ça dit que le taux d'inflation généralement moyen doit être aux alentours de 2-3% par là, etc. Donc, tant que ça vaut dessus, on continue à augmenter les taux d'intérêt. D'accord? Donc, troisièmement, la réouverture de la Chine et les dépenses intérieures stimuleront la croissance mondiale au moment où les récessions du DM frappent. Donc, ça veut dire quoi les récessions du DM? Donc, au moment où les récessions, donc, il faut aller voir qu'est-ce que ça veut dire le DM. D'accord? Attention. So, ça a été, comme je dis, c'est un article qui a été publié ici en anglais, traduit en français. OK, par le site Investing. Donc, si on n'a pas l'article original, ça va être assez compliqué. Mais au moins, ça nous donne une idée générale que BlackRock est pessimiste jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Nous préférons les actions des marchés émergents au DM, du development je pense que DM c'est development market. Donc, c'est-à-dire que où les récessions du development market frappent. OK? So, au DM, nous aimons les crédits de haute qualité. Donc, on continue ici. So, c'est ce qu'affirme clairement BlackRock. Donc, dans son dernier commentaire hebdomadaire sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut retrouver cette information-là sur le site. Généralement, quand on va sur BlackRock ici, on parlait directement sur le site. Je pense qu'ils ont un endroit ici qu'on appelle Insight. Donc, généralement, vous venez sur BlackRock, découvrir le Global Website Directory. Donc, on essaie de regarder ici. Je pense que c'est Insight. On aura à peu près ce genre d'informations-là. Donc, on met Accept All. Bon, ça ne me dérange pas. Je mets ici Insight. Donc, c'est le dernier commentaire sur le marché. BlackRock Investment Institute, Public Policy. Donc, on va essayer de voir ici, publication. Donc, on va essayer de voir si c'est à ce niveau qu'on a publié cela. Donc, attention, quand on vous donne une information, il faut généralement aller à la source. Même si la source en anglais, ça vous permet à peu près de voir, parce que parfois, quand on mot à mot en français, ça peut être assez différent. D'accord? Donc, voilà. Our 2023 Global Outlook, a New Investment Playbook. Donc, ça, c'est l'article ici. Vous pouvez aller lire cela. Et on revient ici sur l'article en français qui a été mot à mot ici, afin de voir à peu près qu'est-ce qu'on en tire. Donc, dans son dernier commentaire hebdomadaire, donc en 2022, les économies développées ont progressé. La croissance de la Chine a ralenti et l'inflation et les taux d'intérêt ont augmenté. En 2023, les fortes hausses de taux visant à ramener l'inflation vers les objectifs de la politique monétaire entraîneront des récessions dans les pays développés. Le premier changement depuis l'année dernière prévient-il? Donc, nous constatons déjà que les hausses de taux nuisent aux secteurs de l'économie les plus sensibles aux taux d'intérêt, comme le logement. Quand on dit le logement, sans doute l'immobilier. D'accord? Je pense que c'est l'immobilier qu'on a voulu dire ici. Ces hausses ont un effet global décalé qui renforcera la douleur économique du choc énergétique en Europe et pèsera sur les consommateurs américains qui épuisent leurs économies. Oui, parce qu'en période d'inflation, vous dépensez plus alors que le salaire ne suit pas. D'accord? Nous pensons que les récessions pousseront les banques centrales à interrompre les hausses uniquement en cas de récession. Le deuxième tour, donc ça veut dire que le deuxième tour, ça c'est la deuxième phase. Premièrement, on augmente. Une fois qu'on est en récession, on interrompt la hausse des taux d'intérêt. Mais on n'est pas encore arrivé à la deuxième phase. Donc cette affaire de pivot, machin, etc., laissez-moi vous dire que ce sont les médias, ils ont besoin de parler tous les jours. Donc, je n'aime pas parler de macroéconomie parce que ça change très très vite. Mais on peut déjà voir ici aujourd'hui que la hausse des taux d'intérêt, tant qu'on n'a pas baissé les taux d'intérêt au moins 2 fois successivement, ce n'est pas terminé. D'accord? So, l'inflation devrait baisser car les dépenses de consommation américaines se déplacent des biens
vers les services, entraînant une baisse de l'inflation des biens, ligne jaune dans le graphique suivant. Mais les pénuries de main-d'œuvre sont susceptibles de rendre l'inflation des services plus rigide, ligne orange. Par conséquent, nous ne voyons pas les banques centrales réduire les taux pour sauver les pays développés de la récession, disent-ils. Donc, on vous dit ici que l'inflation sur les biens va sans doute diminuer, mais il y aura une inflation sur les services. Sans qu'à la fin de la journée, ça reviendra sans doute au même. Hein? D'accord? Donc, comme le souligne BlackRock, l'offre de main-d'œuvre restreinte aux États-Unis signifie que les entreprises ont du mal à embaucher. Pourtant, dernièrement, j'ai entendu que les entreprises dans la tech virent énormément. Donc, les données sur l'emploi de décembre ont montré peu de signes d'un changement fondamental de la situation. Là, bon, généralement, les secteurs qui ont du mal à recruter sont généralement des secteurs où les salaires sont presque à la limite de l'insulte. D'accord? Donc, je dirais également, je n'ai pas travaillé dans ces domaines-là, mais je sais également que les restaurateurs ont du mal à embaucher, ce genre de choses-là. C'est vraiment des emplois où, faiblement qualifiés, mais pas tous, pas tous, parce que également dans le secteur aérien, pour ceux qui ont lu la note qu'on a envoyée tantôt pour l'analyse sectorielle, si vous savez qu'au niveau les entreprises ont du mal à embaucher des pilotes, et les entreprises également ont du mal à embaucher du personnel navigant, d'accord? Notamment parce que pendant la pandémie, ils ont viré énormément de personnes. Certaines personnes ne sont pas retournées sur le marché du travail. Certaines personnes sont passées à autre chose, etc. Donc, on continue ici. Les banques centrales maintiennent les taux d'intérêt et plus longtemps, nous voyons la tendance. OK. Donc, les récessions encore plus profondes. Donc, on dit ceci. On était ici, le données de l'emploi. Donc, les salaires. Donc, on dit ici. Voilà. Donc, voilà. On montait peu de signes dans le changement fondamental de la situation. Excusez-moi. La croissance des salaires s'est refroidie. D'accord? Mais les pénuries de main-d'œuvre la poussent encore à un niveau qui rend peu probable l'atteinte de l'objectif d'inflation de 2% fixé par les banques centrales. Faire en sorte que l'inflation se stabilise à l'objectif visé signifierait réduire la demande de main-d'œuvre et nécessiterait une récession encore plus profonde que celle que nous prévoyons aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi nous voyons les banques centrales maintenir les taux plus élevés pendant plus longtemps que ne le prévoient les marchés, plutôt que de les baisser. Et à plus long terme, nous voyons 3 tendances structurelles qui maintiennent les pressions inflationnistes plus élevées en moyenne qu'avant la pandémie. Le vieillissement démographique, la fragmentation géopolitique et la transition vers les émissions nettes de gaz de carbone nulles. D'accord? Donc, comme je dis, c'est mot à mot en français. Préviennent-ils. Donc, pour eux, ça va être bien plus compliqué que prévu. Comme on l'a dit tantôt, les marchés ont connu une hausse fulgurante depuis le début du mois. Tout cela, tout le monde se dit, est-ce que c'est terminé? Est-ce que ça va continuer? Moi, je sais une chose. Il ne faut pas s'exciter. Tant qu'on n'a pas terminé, tant qu'on n'a pas cassé le dos de l'inflation ici, ça va continuer. Donc, pour moi, tant qu'on n'a pas baissé au moins, tant qu'on n'est pas revenu au moins à 2%, 3% par là, on ne s'excite pas, on ne crie pas victoire. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas terminé. Et encore, il y a encore de la vigueur sur le marché du travail, en tout cas en demande de main-d'œuvre. Tant que ça ne ralentit pas, ce n'est pas terminé du tout. Donc aujourd'hui, ne soyez pas très excités par rapport à ce qui se passe présentement sur le marché. Et encore, je ne suis pas devin. C'est pour ça que je n'aime pas parler de macroéconomie sur cette chaîne. Je pense qu'il y a des gens vous connaissez des gens sur YouTube qui sont plus calés que moi en macroéconomie. Et encore, j'adorais la macroéconomie quand j'étais à l'université. Ça, c'était peut-être ma matière préférée. Mais j'évite d'en parler parce que ça change très, très rapidement. Aujourd'hui, je dis ceci. Demain, on pourrait dire le contraire. Mais quand on regarde les tendances de fond à long terme, depuis très longtemps, on attendait cette situation-ci. Et cette situation-ci ne sera pas résolue en quelques mois. Non, les amis. Non, 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 non. Et je n'ai pas envie de sonner pessimiste. Je sais une chose, c'est que j'aurai sans doute tort à ce niveau-ci. D'accord? C'est pour ça qu'il faut se concentrer avant tout sur les entreprises que nous avons en portefeuille. Posons-nous la question si elles sont assez solides pour survivre à une période d'inflation prolongée ou bien de ralentissement économique. OK? Donc, on pose encore la question à savoir, est-ce que j'ai bien fait de l'acheter à 47 fois les bénéfices? Point d'interrogation. En outre,
Le gestionnaire de fonds garde un œil sur l'évolution de la situation en Chine, qui lève rapidement les restrictions relatives au Covid. Nous estimons que sa croissance économique sera supérieure à 6% en 2023, amortissant le ralentissement mondial alors que la récession frappe les principales économies des pays développés. Mais la poussée de la croissance de la Chine sera freinée par la baisse de la demande pour ses exportations. Oui, c'est un cercle vicieux. Nous ne nous attendons pas à ce que le niveau de l'activité économique en Chine retrouve sa tendance d'avant la crise, même si l'activité intérieure reprend, note-t-il. Pour toutes ces raisons, BlackRock renforce sa vision tactique pour cette année et réitère sa position défensive. C'est-à-dire que position défensive, hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, d'accord, on va aller regarder sur le site ici, Morningstar Super Sector, ok. Donc Morningstar Super Sector ici la structure, je pense que vous avez vu ça à ce niveau-ci. Voilà, on a ceci. Morningstar Sector Superstructure. Vous vous rappelez ici quand on parlait de Morningstar, et je vous avais dit ceci, que il divise ici l'industrie, les secteurs en trois grandes classes. Les cycliques, les défensifs, les sensitifs. Dans les cycliques, on retrouve les basic materials, dont les matériaux, le secteur des matériaux, la consumer cyclical, consommation cyclique, financial services et real estate. Ça, c'est cyclique. Cyclique, ok? Le secteur défensif, consumer defensive, healthcare and utility. Donc, quand on dit défensif, ça dit que on est plus enclin à investir dans ce secteur, dans ces segments d'activité et en partie dans certaines entreprises ici. Par exemple, dans le real estate, il y a une partie qui est défensive et une partie qui est très cyclique. Par exemple, la partie qui sera cyclique, c'est la partie qui sera dans le secteur comment on appelle ça? On va se dire ici, dans le secteur de l'immobilier commercial. OK? Mais pas tous, d'accord? Ou bien pas toutes, d'accord? Pas toutes les entreprises qui vont souffrir, d'accord? Celles qui ont de l'immobilier commercial de classe triple A ou bien de classe A vont moins souffrir que celles qui ont que les entreprises qui ont de l'immobilier commercial lambda. Les entreprises également qui ont des logements, d'accord, vont moins souffrir parce que techniquement, il y aura moins de construction sur le marché à cause des taux d'intérêt. Donc, on aura tendance, par exemple, les Vonovia, les legs immobiliers, etc. Mais je ne dis pas que ce sont des belles entreprises ou quoi que ce soit. Dans le secteur immobilier en Allemagne, il y a une pression dans le secteur immobilier en Allemagne. Dans le sens où ces entreprises-là vont avoir tendance à gagner de l'argent parce que les loyers s'ajustent avec l'inflation, mais également est-ce que les gens vont pouvoir payer, etc. Ce genre de choses-là, point d'interrogation. Bref, ils n'auront pas le choix que de payer pour mettre un toit sur leur tête. Okay? Mais également, ces entreprises ont énormément de dettes. Maintenant, quand on passe ici au secteur sensitif, donc sensitif, ça veut dire on n'est ni défensif, ni cyclique. Ça dépend. Service de télécommunication, Verizon, AT&T, je ne parle pas d'Orange. Énergie, c'est eux qui mènent la marche aujourd'hui. Ils se portent très très bien. Industrie, certaines. Technologie, certaines. Dans tous les cas de figure, on aura tendance à souffrir. Maintenant, pour quelqu'un qui veut investir, qui commence à investir, trouver des opportunités d'investissement dans ces segments-ci devient de plus en plus compliqué. Déjà, j'annule complètement Utility. Ce segment d'activité-ci, les entreprises sont trop endettées, généralement, et elles s'échangent à des PER très élevés. On a parlé généralement ici, j'ai fait une vidéo sur le Essential Utility, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, ou Essential, comment ça s'appelle encore cette entreprise-là? C'est Essential, Essential Utility, d'accord, le secteur de l'eau aux États-Unis, distribution ici aux États-Unis. Ils ont énormément d'investissements à faire et j'ai également envoyé une note d'analyse ici par rapport au secteur. Vous allez retrouver la note ici dans la newsletter gratuite ici. Je pense que vous l'avez reçue. Pour ceux qui ne l'ont pas, le lien est dans la description de la vidéo. OK? So, si on recherche des opportunités, si on trouve une opportunité dans ce secteur-ci, dans ce segment d'activité, selon, comment on appelle ça, selon Morningstar, tant mieux. Dans les healthcare. Un de nos abonnés m'a parlé aujourd'hui d'une entreprise, par exemple, de Medtronic. D'accord? Medtronic est correctement évalué. Je pense qu'on l'a déjà évalué précédemment ici sur une vidéo de Top Invest. D'accord? Donc, Medtronic. D'accord, Medtronic, j'avais dit Medtronic aux alentours des $70, ça pourrait nous intéresser. Je pense que quand on l'évaluait ici, on était aux alentours des 80, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je pense pas, on était aux alentours des 89, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est aux alentours des 79 à 69, 80 si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, l'entreprise est correctement évaluée aujourd'hui. D'accord, en date d'aujourd'hui. Avec elle paye également un dividende qui est assez, bon, ça doit être du 3%, 2%, etc. Ce n'est pas des éléments que je regarde très souvent parce que je m'intéresse avant tout à la pérennité du business model ici, à la pérennité des bénéfices nets. Donc, Medtronic pourrait bien se comporter en période difficile. Je ne dis pas qu'elle va gagner énormément, mais vous allez moins payer que le marché.
Mais également, ça, c'est en prévision. Ça peut être pire que ça. D'accord? Mais si vous arrivez à choper une entreprise dans ce genre de secteur d'activité-là, tant mieux. À bon prix, bien sûr, parce que la plupart sont surévalués. Donc maintenant, BlackRock n'est pas optimiste. Est-ce que moi, je suis optimiste? Je suis un éternel optimiste. D'accord? Je pense une chose. La récession, ça fait partie du day-to-day de la bourse ici. D'accord? Ça fait pas. En fait, en période de récession, on appelle ça période de solde. D'accord? En période de solde, vous devez être prêt à investir. Dans le sens où vous devez avoir mis de l'ordre dans vos finances. Mes assurances sont gérées. L'argent que je suis prêt à investir présentement ne sera pas un argent dont j'aurai besoin dans les mois à venir, dans les années à venir. Mon fonds de sécurité qui stipule que j'ai au moins à peu près 3 à 6 mois de dépenses courantes est plein, sinon il déborde actuellement. J'ai investi une partie de mon argent en obligations, par exemple, la règle générale qui veut que voilà, on investisse par rapport à son âge, vous investissez un pourcentage, par exemple, j'ai 33 ans aujourd'hui. 33% de mon capital sera investi uniquement en obligations ou bien en liquidité, sera dans des fonds liquides ici, et le 67% restant sera en bourse. D'accord? Et je me réserve par exemple le droit, moi personnellement, de piocher dans la partie obligations ici pour alimenter ma partie stock si une opportunité se présente. D'accord? Je ne dis pas que les opportunités manquent aujourd'hui, mais il y en aura bien plus que ça. D'accord? Vous avez si on a du LVMH à 100 dollars, les amis, si vous n'avez pas du capital à 100 euros, si vous n'avez pas du capital à ce moment-là, vous allez avoir mal au cœur. OK? So, récession, etc., ça n'a même pas encore commencé. Et encore, je pourrais même me tromper, même si ça n'a pas encore commencé, même si ça n'arrive pas. Soyez prêts, regardez vos portefeuilles en date d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si le marché est monté, si vous avez fait plus 8% ou plus 20%. Non, on est là pour le long terme. Tant que le price target n'a pas encore été atteint et que l'entreprise continue à bien se comporter du point de vue fondamental, tout va bien. Mais également vos entreprises, posez-vous la question comment est-ce qu'elles pourraient se comporter en période de récession. C'est une question facile à poser, difficile à répondre. D'accord? Un exemple, allez-y généralement regarder comment est-ce que c'est comporté précédemment. Regardez aujourd'hui si la structure de la dette est bonne. Parce qu'à la fin de la journée, ne vous inquiétez pas. D'accord? Vous allez sans doute payer de l'argent. Comme en 2022. D'accord? Et ce n'est pas plus grave que ça. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai perdu parce qu'en termes de... Je parle bien par rapport à vos portefeuilles. Il ne va peut-être pas s'apprécier cette année, mais ce n'est pas plus grave que ça. Les entreprises qui ne s'apprécient pas. Par exemple, on a par exemple du Google qui fait du surplace depuis plusieurs années. Est-ce que c'est par rapport à ça que je vais vendre du Google? Oui, on parle beaucoup de chat GPT, ce genre de choses-là. Je voulais bien dire chat GPT. Chat GPT, comme on le dit. D'accord? Pas GPT, je ne sais pas pourquoi on le dit. Bon, en tout cas, en G comme Georges. So, Alphabet tombe. On vous dit que oui, mais chat GPT va menacer Alphabet, machin, machin. Oui, c'est un risque. C'est un risque. Oui, ça pourrait arriver. Mais également, Alphabet, c'est pas juste le moteur de recherche, même si le moteur de recherche représente une grosse partie du chiffre d'affaires ici. Mais dites-vous également que ces gens-là ne dorment pas. Ils investissent massivement en intelligence artificielle. Si c'est ce que le marché veut, on va vous donner ce que le marché veut. D'accord? Donc, faites attention à toutes les entreprises qui buzzent, etc. Machin, Microsoft a investi 10 milliards ou 1 milliard ou je sais pas quoi, machin est valorisé à tel machin, et que voilà, tout le monde va aller sur Bing. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui vont continuer à utiliser Google. Comme Bing existe encore depuis plusieurs années, ils continuent à faire de l'argent dessus. Aujourd'hui, Google est devenu un verbe. D'accord? Google it, comme on dit souvent, Googleiser, comme on peut également le dire. So, ce n'est pas toutes les entreprises qui arrivent, qui atteignent ce niveau-là. Et également, comme je dis toujours, il faut prêter attention aux risques. Je pense que quelqu'un m'avait parlé un temps de, comment on appelle ça? De signe noir, un truc comme ça. Ça peut être un signe noir. Un truc qu'on voit comme ça passer, un petit événement qu'on pourrait négliger, qui pourrait avoir un gros impact. D'accord? Mais est-ce qu'on devrait s'inquiéter plus que ça? Pour le moment, non. C'est pour ça qu'on diversifie également nos investissements. Ça pourrait très mal se passer sur Alphabet, que je dormirai très bien la nuit. Parce qu'à la fin de la journée, je peux également me tromper. À la fin de la journée, malin celui qui peut imaginer aujourd'hui que Alphabet va disparaître ou bien va faire faillite. Parce qu'on a ce chat GPT aujourd'hui. D'accord? Donc les amis, comme je l'ai dit, concentrez-vous sur vos entreprises. Ça fait partie de ça. En fait, dites-vous que vous êtes arrivé à une période que d'aucuns attendent depuis plusieurs années. D'accord? Ceux qui sont, voilà, 2000, moi je n'ai pas vécu la crise pas que je l'ai vécu, je n'étais pas en bourse à la fin de la journée. Je voyais ça comme ça et ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais à la période actuelle, j'ai hâte que ça arrive. Parce que sans doute d'un certain côté, je me prépare un tout petit peu. J'ai mon fonds de, comment on appelle ça?
mon, mon fonds de sécurité qui est là, mon épargne de sécurité est là, qui dépasse, enfin, légèrement à peu près mes dépenses sur les 6 prochains mois. Je pense que je me suis en train de me rapprocher présentement des 12 mois. Ok? Ce n'est pas pour rien. Je me réserve le droit d'aller piocher dans ce fonds-là, au moins pour laisser uniquement 3 mois de dépenses courantes. D'accord? Je me réserve le droit de le faire si je retrouve des opportunités exceptionnelles. D'accord? Vu que j'ai généralement une limite à 20 entreprises, je me réserve également le droit d'aller au-delà ou bien de renforcer celles qui vont m'offrir les meilleures opportunités. Par exemple, si j'ai du Google aujourd'hui, ça continue à baisser, je rachète plus que ça. Et je ne rachète pas parce que, ouais, c'est Google, machin, non. J'essaie également de fouiller, ah, mais chat GPT, là, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme risque? Je me pose la question à savoir, allons, demain, là, Google, est-ce qu'ils font également du travail à ce niveau-là? Donc, je me concentre sur mon entreprise. Donc, j'ai une approche bottom-up et non top-down. Bottom-up, ça veut dire, je pars de la micro vers la macro, en accordant à peu près 90% d'importance à la micro et 10% à la macro. Top-down, c'est généralement plus d'importance à la macro, un tout petit peu à la micro. C'est-à-dire que je pars de la macro pour aller rechercher les entreprises qui pourraient performer. Moi, je parle pas comme ça, je ne pense pas comme ça parce que franchement, je sais une chose, c'est que je suis limité à ce niveau-là. D'accord? Et très souvent, vous allez avoir de très mauvaises nouvelles. Oh, ils vont encore vous faire ceci. Oh, le gouvernement va encore faire ceci. Oh, les taux d'intérêt vont augmenter. Oh, les taxes vont augmenter. Cette journée, c'est encore le rouge. Oh, le rouge continue. Et les amis, arrêtez les médias. Restez optimistes. Ça ne sera pas la première crise, ça ne sera pas la dernière. D'accord? Aujourd'hui, ça sera peut-être une opportunité générationnelle. Concentrez-vous sur les opportunités que le marché vous offre aujourd'hui, parce qu'il est là pour vous servir. Chapitre 8, l'investisseur intelligent. Si vous l'avez, allez le relire. C'est un chapitre qui est à l'ordre du jour en date d'aujourd'hui. Allez lire ce chapitre-là. Chapitre 8, l'investisseur intelligent, monsieur le marché. C'est important. En date d'aujourd'hui, c'est lui qu'on doit relire de plus en plus. L'investisseur et la fluctuation des marchés. Allez-y le lire. Je pense que c'est la deuxième fois que je mentionne ça, je pense en moins de 12 mois. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. BlackRock a peut-être raison. BlackRock a peut-être tort. Et à la fin de la journée, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si moi, mes entreprises sont solides. Point barre. Et comment est-ce qu'elles pourraient se comporter dans telle ou telle période. OK? C'est tout. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.